Alors, t'as trouvé ton job idéal ? J'ai des idées. Après, comment savoir si ça va me plaire ? Dans le Joboscope, on passe les métiers au microscope. Apparemment, on passe environ 30% de sa vie au boulot. 30% d'une vie, c'est beaucoup. Alors faisons en sorte que vos choix de carrière vous donnent envie de vous lever chaque matin. Si on a un besoin qui existe et un produit qui a un réel intérêt, il n'y a pas besoin de forcer la vente. J'ai appris sur comment pensent les gens, comment ils fonctionnent. Être commercial, c'est l'école de la vie professionnelle. Bonjour à tous, je suis Marion Armango, très heureuse de vous accompagner dans ce premier épisode de Joboscope. Chargé d'affaires ou de clientèle, sales, business developer, autant de titres qui révèlent les multiples facettes du métier de commercial. Pour en parler, aujourd'hui on reçoit Camille Leboeuf de Job Teaser, Jules Guiton de chez Orange et Édouard Ramspacher de High Flyers Agency. Bonjour à tous. Bonjour. Salut. Bonjour Marion. Tout va bien ? Super. Prêt à dresser un panorama fidèle du métier de commercial aujourd'hui ? Ouais. Enfin prêt. Alors c'est parti. Camille, on démarre avec toi. Tu es donc commercial chez Job Teaser. Est-ce que déjà tu peux nous présenter cette entreprise et nous expliquer en quoi consiste ton travail ? Ok, alors moi, effectivement, je suis business developer depuis un peu plus de 2 ans chez Job Teaser. C'est tout ce qui est prospection et fidélisation des clients. Et en fait, Job Teaser, c'est le leader du recrutement des jeunes talents. Donc, on va aider les jeunes à trouver leur stage, leur alternance ou leur premier emploi. Et de l'autre côté, on va aider aussi les entreprises à recruter la bonne personne au bon poste le plus efficacement possible. Édouard, toi, tu es recruteur chez High Flyer Agency. C'est une agence de chasseurs de tête, c'est bien ça ? Ouais, exactement. Je suis effectivement recruteur chez High Flyers Agency, un cabinet de recrutement qui est spécialisé sur des postes de manager et de directeur. Et on travaille beaucoup pour des startups qui sont à des stades déjà un petit peu avancés, avec déjà quelques fonds qui leur permettent de recruter des équipes un peu plus importantes. Donc moi, je vais les accompagner sur leur stratégie de recrutement et sur trouver la bonne personne pour rejoindre la bonne équipe. Et avant ça, et ça pourrait être intéressant d'en parler aussi, j'étais business developer dans une start-up qui s'appelle Babbler et qui est un réseau social pour les journalistes et les attachés de presse. Et toi, Jules, pour finir le tour de table, tu travailles donc chez Orange. Est-ce que ton travail ressemble à ce que tu viens d'entendre là ? Non, mon travail est très différent dans le sens où je ne vais pas vraiment faire de business développement sur mon métier. Je suis account manager, donc j'accompagne mes clients sur un portefeuille de solutions très large. Donc Orange, c'est une très grosse boîte qui propose beaucoup de solutions, des télécoms jusqu'à la transformation digitale. Moi, mon but, ça va être d'accompagner des grands clients qui sont déjà chez Orange depuis plusieurs années et d'augmenter leur chiffre d'affaires chez nous. Alors, l'objectif de ce podcast Joboscope, c'est de comprendre concrètement en quoi consiste un métier. Est-ce que vous pouvez me raconter à quoi ressemble une journée type chez vous ? Et déjà, est-ce qu'il y a une journée type dans votre métier ? Camille, peut-être ? Alors non, il n'y a pas de journée type, évidemment, c'est extrêmement varié. Il y a pas mal de choses dans le métier d'un business developer, notamment la prise de rendez-vous forcément, après le rendez-vous en lui-même, puis après le fait de faire les comptes rendus, de relancer éventuellement les propositions qui sont en cours. Donc c'est extrêmement varié. On va également aller sur les forums, on va aller en rendez-vous à l'extérieur ou aussi par téléphone. Donc on a pas mal d'interlocuteurs différents et les journées ne se ressemblent pas, heureusement. C'est assez enrichissant. C'est le cas pour tout le monde, Édouard ? Ouais, effectivement, moi, mon quotidien, c'est très rarement des tâches qui reviennent parce que, en plus, j'ai cette casquette recruteur et j'ai cette casquette aussi de sales chez High Flyers Agency, qui est d'aller trouver des entreprises qui ont besoin de recruter et aussi de faire du recrutement. Donc, soit je vais identifier et chercher beaucoup à travers LinkedIn des entreprises qui vont avoir besoin qu'on les accompagne, et puis le reste du temps, je vais chercher ces profils-là qui vont vouloir rejoindre ces entreprises. Et Jules ? Alors, chez moi, les journées ne se ressemblent pas non plus. En revanche, on est dans une grande entreprise, donc avec des process qui existent depuis très longtemps. C'est une grande machine, donc dès qu'on va faire quelque chose, vendre quelque chose à un client, réussir à signer un contrat, on va avoir un pôle juridique, un pôle marketing, un pôle financier, et on a quand même une bonne partie du travail qui va aussi se faire en interne et pas seulement chez le client. Si vous deviez les uns les autres découper votre semaine en grands ensembles de tâches pour nous donner un petit aperçu, avec peut-être des pourcentages, ça donnerait quoi, Jules ? La majorité du temps, en tout cas, je vais essayer au maximum de le passer chez le client.
parce que c'est là où on apprend le plus de choses sur son écosystème, sur ses besoins. Et c'est comme ça que je vais réussir à définir une stratégie de compte avec lui pour savoir comment l'aborder et savoir quoi lui vendre. Donc quand j'ai passé ce temps chez le client, je vais ensuite travailler au bureau avec mes collègues, avec des ingénieurs spécialisés qui vont m'aider à construire les offres que je vais vendre aux clients, parce que je suis loin d'être expert dans tous les sujets que je peux aborder avec eux. Et ensuite, valider ces propositions-là avec mon équipe et mes managers. Et c'est quoi la partie que tu préfères là-dedans ? Toujours chez le client. Et toi, Edouard ? Mon temps, il est assez divisé. Je pense que je passe quand même la moitié de mon temps à être vraiment dans l'opérationnel sur le recrutement. Après, je dois passer une vingtaine de % sur de l'optimisation de notre activité commerciale, c'est-à-dire réfléchir à comment on peut améliorer notre CRM, comment on peut améliorer notre façon de contacter les personnes, notre pitch commercial et ce type d'enjeu. Je passe aussi, je dirais, une bonne partie de mon temps sur du marketing, à réfléchir parce que finalement, le sales et le marketing sont très reliés. Et c'est réfléchir comment on va communiquer sur nos réseaux sociaux, quelle offre, quel post on va pousser sur LinkedIn, quelles sont les fiches de poste qu'on va mettre en avant. Et je passe pas mal de temps aussi sur du management. J'ai 3 alternants aujourd'hui que je vais piloter, les faire monter en compétences sur les différents enjeux qu'ils vont avoir et aussi essayer de retrouver dans leur travail ce que je vais pouvoir utiliser pour cette partie recrutement. Et quelle est la partie que tu préfères, toi, là-dedans ? Ça change. Là, de plus en plus, je prends beaucoup de plaisir sur le management de ces juniors et je prends aussi beaucoup de plaisir sur l'optimisation de nos processus, sales et marketing. Et après, l'opérationnel, j'aime toujours ça, mais j'essaye d'évoluer sur un peu le reste de l'activité sales et sur un peu tous ces fondements qui permettent de bien réussir sur l'opérationnel. Et alors Camille ? Moi, c'est un petit peu différent aussi, puisque Jules, lui, il est vraiment sur la partie... il a forcément que des clients, puisqu'il est plus ce qu'on appellerait Key Account Manager chez Job Teaser. C'est vraiment celui qui va fidéliser les clients et leur proposer des nouveaux produits, etc. Pour le coup, j'ai aussi la partie de détecter des nouveaux clients, donc de faire de la prospection. Il y a aussi la prospection à froid, ce qu'on peut appeler le cold calling. C'est vraiment appeler des personnes qui connaissaient pas du tout Job Teaser et leur expliquer comment on pourrait les aider, donc prendre rendez-vous. C'est aussi une partie conséquente du job. Évidemment, il y a un tiers de mon temps qui est passé vraiment en rendez-vous, que ce soit par téléphone ou dans leurs locaux. Ça prend une bonne partie. Et effectivement, comme Jules et Edouard, j'ai aussi un temps qui est passé à la formation pour comprendre les nouveaux produits ou les nouveaux formats qu'on va présenter à nos clients. Et effectivement, il y a aussi des réunions, puisque nous, on fonctionne en équipe chez Job Teaser. Je ne sais pas si c'est pareil chez vous, mais on doit savoir un petit peu où en sont les autres, piloter et présenter notre chiffre. Donc il y a aussi toute la gestion en interne, hors rendez-vous, pour vraiment mettre à jour les outils, les CRM, Salesforce, faire en sorte que toute la boîte soit au courant de où j'en suis. Vous avez tous beaucoup de réunions dans votre travail, dans l'organisation de l'entreprise ? Personnellement, je pense que plus la taille de l'entreprise augmente et plus le nombre de réunions et le temps qu'on passe à communiquer sur ce qu'on fait est important. Parce qu'on perd l'information quand on est 15. C'est facile de communiquer parce que tout le monde se connaît, tout le monde sait un peu ce qu'on est en train de faire. Quand on est 3000, la communication, elle devient plus compliquée. Et du coup, dans une entreprise comme Orange, ça fait combien de réunions par semaine ? En interne, on va dire 2 ou 3 par semaine, maximum. Je dire par jour. Non, sinon je travaille plus. Donc vous êtes tous les 3 commerciaux avec des spécialités différentes. Ça vous va, on peut les appeler comme ça. Est-ce que c'est l'entreprise dans laquelle on exerce qui crée la spécialité du métier de commercial ? Camille ? Je pense que le métier de commercial est quand même sensiblement, on va dire, le même, que ce soit dans une start-up, dans un grand groupe ou dans une PME. Après, forcément, le métier de commercial, c'est de bien connaître son produit, de connaître son marché, de connaître les problématiques de ses clients, etc. Donc, ça ne va pas être forcément le même discours, ni les mêmes enjeux, ni la même façon peut-être de procéder au quotidien. Mais globalement, je pense qu'on a quand même pas mal de similitudes, j'imagine, dans nos postes. On a toujours le même objectif qui est d'augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise dans laquelle on est. Après, il y a vraiment tellement de façons différentes de le faire, ce métier. Il y a déjà ce qu'on appelle les inside sales, qui sont ceux
qui viennent se positionner au tout début de l'approche commerciale et qui vont faire beaucoup de ce qu'on parlait tout à l'heure de cold call, d'identifier des profils pour les qualifier pour d'autres sales qui vont ensuite gérer le process. Il y a les business developers, sales qui vont avoir un peu toutes ces tâches-là. Il y a l'account manager qui va plutôt travailler sur de faire fructifier la relation et de gérer les clients qui ont été ramenés. C'est une forme de sales aussi. Et puis, je pense que selon le secteur dans lequel on travaille, c'est extrêmement différent. Il y a des gens qui vont vendre des imprimantes. C'est une vente extrêmement différente que vendre un service ou vendre du conseil. Et puis, il y a la vente du produit. On parlait de l'imprimante tout à l'heure. C'est extrêmement différent parce qu'on n'a pas du tout le même enjeu. Donc je pense oui, effectivement, c'est très très large ce qu'on peut faire et ça s'adapte vraiment à tout type de personnes. Et si on aime vendre, on peut le faire de différentes façons. Quand vous parlez de consulting avec des clients, en moyenne, on passe combien de temps en brief avec son client ? Personnellement, plus de 80% de mon temps, c'est du conseil. Plus on va arriver sur des fonctions d'account management et moins on va avoir le droit, entre guillemets, de chasser à tout prix pour augmenter le chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'un client qui est déjà dans notre portefeuille, dans l'entreprise, si on lui vend quelque chose dont il n'a pas besoin, la relation client va se détériorer et on va perdre derrière d'autres appels d'offres, d'autres produits qu'on aurait voulu lui vendre. On va perdre la relation de confiance. Donc le conseil, par exemple, moi, c'est 80% de mon temps. Et c'est pas du temps à valeur ajoutée. Enfin, on n'aurait pas l'impression que ça l'est, parce que je signe pas de contrat. Mais en revanche, je développe la relation de confiance que j'ai avec mon client. Et il sait que quand je vais lui proposer quelque chose, c'est pour son bien et pour améliorer ses process ou améliorer son business. C'est vrai que c'est très différent d'un secteur et d'une entreprise à l'autre, notamment en termes peut-être de cycle de vente. Il y a peut-être des entreprises sur lesquelles le cycle de vente est beaucoup plus court. On va avoir besoin d'une réponse rapide dans la semaine ou dans le mois. D'autres où peut-être qu'on peut attendre plusieurs mois, faire mûrir le projet et vraiment, c'est pas la même logique non plus. Je sais qu'il y a aussi des entreprises où les objectifs, par exemple, des commerciaux sont vraiment tous les mois. D'autres, ça va être par trimestre, d'autres par semestre. Donc, c'est pas non plus la même logique en tant que commercial. C'est pas le même quotidien pour le coup. Ça marche comment, justement, ces histoires d'objectifs de commerciaux ? Le but donc, de notre métier, c'est d'augmenter le chiffre d'affaires ou la prise d'ordre aussi. Donc, c'est la signature d'un produit ou d'un conseil. À ce niveau-là, si on veut vraiment être performant, on est objectivé. Ça veut dire qu'on nous donne des objectifs, alors effectivement, tous les mois, tous les trimestres, tous les semestres, qui dépendent soit de la politique commerciale de l'entreprise, soit du cycle de vente. Et ces objectifs permettent d'améliorer l'efficacité aussi des commerciaux. Ça marche bien ? C'est pas trop stressant d'avoir ces objectifs ? Finalement, ces objectifs, ils te permettent de te positionner et de savoir si tu es sur la bonne route et si ce que tu fais, c'est bien. Moi, en tout cas, chez iFlyers Agency et chez Babbler, ça m'a beaucoup aidé. Je fonctionne beaucoup avec mes objectifs et avec ce qu'on appelle tout simplement de la data, de savoir où j'en suis. Est-ce que j'ai fait 50% de ce qu'on me demande ? Est-ce que je suis à 90% ? Est-ce que j'avance bien ? Est-ce que cette semaine, finalement, j'ai contacté le nombre de personnes que je devais contacter ? Parce qu'on peut très vite se retrouver aussi un peu sous l'eau et on ne se rend plus trop compte de ce qu'on a fait. Donc les objectifs, ce n'est pas obligatoirement un indicateur pour savoir si tu travailles bien. C'est aussi pour toi l'utiliser pour améliorer ce que tu fais et pouvoir avoir un meilleur suivi. Vous le vivez tous bien ? Il y a des gens qui pourraient très mal le vivre. C'est-à-dire que le métier de commercial, c'est un métier qui est compliqué parce qu'on est tout le temps en relation directe avec le client. Donc si le client a un problème avec ce qu'on lui a vendu, on est responsable. On a en général plusieurs appels d'offres en cours au même moment. Donc on peut avoir des périodes de rush. Et très rapidement, si on n'est pas organisé, si on n'arrive pas à prendre le recul sur ce qu'on fait, on peut pas endormir. Ça, on vous l'apprend dans vos formations initiales ou vous le découvrez sur le terrain ? C'est un métier auquel j'avais pas du tout pensé pour ma part. Finalement, moi, j'étais pas formée avant d'arriver chez JobTeaser. Quand je suis arrivée, on m'a dit d'aller en rendez-vous avec pas mal de commerciaux qui étaient là avant moi. Ça permet d'avoir le discours, etc. On a des formations pour le discours. Pour ce qui est organisation, c'est très différent d'un commercial à l'autre. Il y en a qui vont s'organiser avec des outils, Salesforce, l'agenda, etc. D'autres plus même à l'ancienne avec des post-it. Enfin, c'est vraiment propre à chacun.
En tout cas, moi, on est une quarantaine de commerciaux chez JobTeaser. C'est vraiment très différent en fonction des personnes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu parlais tout à l'heure d'agenda. Pour le coup, on est très, très autonome quand on est commercial. En dehors des réunions et des temps partagés, on gère son emploi du temps comme on le veut. Et pour le coup, c'est vraiment une histoire de priorisation. Jules, tu parlais d'organisation. C'est vraiment le mot-clé, parce que sinon, sans ça, c'est ingérable. Il n'y a pas forcément de formation pour faire ce métier-là. Et en même temps, je pense que c'est pas une mauvaise chose, parce que je connais pas un commercial qui est identique à un autre en termes de profil, de qualité. Et ça demande des qualités. Les seules qualités que ça demande, en fait, c'est d'être empathique et d'être organisé, je pense. Après, chacun peut, en fonction du produit, de l'entreprise, la taille de l'entreprise, le type de métier, tout le monde va y trouver son compte et trouver un métier qui va lui plaire. Mais c'est important qu'il y ait une vraie diversité dans les profils de commerciaux. Qu'est-ce qui vous plaît à chacun particulièrement dans votre vie professionnelle, Édouard ? Moi, ce que j'adore dans mon métier, c'est le niveau d'autonomie et de liberté qu'on a en tant que sales. Tu peux vraiment décider de comment tu vas atteindre tes objectifs, de comment tu vas travailler. Quand j'étais chez Babbler, je faisais aussi énormément de rendez-vous clients. Et là, tu as aussi une liberté qui est physique, qui est de ne pas toujours être devant ton bureau, devant ton ordinateur, à faire la même chose. Tu vas te déplacer, tu vas aller voir des gens différents. Tu peux te retrouver après un call à te déplacer à Lille ou à Marseille dans la journée. Moi, ça m'est déjà arrivé. Tu vois des gens différents. C'est vraiment un métier où tu as beaucoup de liberté et tu peux faire beaucoup de choses comme tu l'entends, du moment que ça va dans l'objectif, bien sûr, commun, mais tu as beaucoup de liberté. Jules, toi ? Être commercial, c'est hyper intéressant parce que c'est l'école de la vie professionnelle. C'est-à-dire qu'en tant que commercial, on apprend à s'adapter à son interlocuteur, à savoir aussi comment il pense, de quoi il a besoin, qu'est-ce qu'il a envie d'avoir comme discours en face de lui ou comme posture. Alors moi, personnellement, je travaille en interne avec le juridique pour la rédaction des contrats. Et donc, en fait, on a une vision du business qui est extrêmement globale et qui permet de toucher un peu à tout. Et quand on a envie... peut-être après de monter sa boîte ou de faire quelque chose de différent, c'est jamais du temps perdu. Qu'est-ce qui t'a poussé à te reconvertir justement vers ce métier-là ? C'est le fait de pouvoir continuer à se développer professionnellement sans forcément s'enfermer dans une spécialité ou un produit particulier. Et toi, Camille ? Moi, je suis à 100% d'accord avec vous deux. J'allais justement parler d'autonomie et de liberté. C'est vrai que c'est hyper appréciable de savoir que ce qui compte finalement, c'est le résultat et non pas les moyens mis en œuvre. On est vraiment jugé sur ça. Finalement, après, on s'organise comme on veut. Après, je suis également d'accord avec le côté hyper stimulant et enrichissant de la variété d'interlocuteurs auxquels on peut avoir affaire, de même toujours remettre en question son discours. On sort du rendez-vous, on se dit à chaque fois comment j'aurais pu faire mieux, comment j'aurais pu être encore plus percutante, vraiment comprendre les enjeux. C'est vraiment effectivement, c'est hyper enrichissant. Ça nécessite quand même une grande qualité d'écoute, votre métier ? Oui. Par rapport à... Je parlais d'empathie tout à l'heure. Pour moi, ouais, c'est primordial. Il faut être capable d'écouter réellement son interlocuteur, pas seulement d'entendre ce qu'il dit et de noter, mais de comprendre ce qu'il veut dire par ses paroles et ce qu'il entend derrière aussi. Parce que quand un client va nous dire quelque chose, il va pas forcément tout nous dire, ou il va même pas forcément lui savoir exactement son besoin. Donc le but, c'est d'écouter pour après analyser et identifier. Moi, j'avais un super directeur commercial quand je suis arrivé chez Babbler, et il aimait bien imager les conseils qu'il me donnait. Et l'image qu'il m'avait donnée du commercial, et que je trouve très juste, c'est de se dire que le commercial... il est à l'opposé de ce que pourrait être physiquement un crocodile. C'est-à-dire un animal avec des toutes petites oreilles et une très grande gueule. Donc c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, au contraire, va beaucoup écouter et va parler, mais de façon vraiment réfléchie et pour dire les bonnes choses. Donc d'avoir quelqu'un un bon sales, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui arrive à tout entendre et surtout à se mettre à la place de son client. Et donc pour ça, tu es obligé de l'écouter. C'est marrant parce que quand on pense commercial, on pense un peu baratineur aussi, enfin, qui a le sens de la tchatch. Là, tu nous dis que c'est plutôt l'inverse finalement. C'est vrai, mais on a toujours l'image du commercial étant super agressif, sautant sur une proie. Non, mais sautant sur sa proie pour lui vendre quelque chose à tout prix et l'obliger à signer.
Mais je pense que ça, c'est vrai quand on essaye de vendre des frigos à des Esquimaux, par exemple. Si on a un besoin qui existe et un produit qui a un réel intérêt, il n'y a pas besoin de forcer la vente. Elle se fera si jamais on arrive à l'expliquer comme il faut au client. Et donc, du coup, quand on est sur des produits un peu complexes, comme c'est le cas pour nous trois, parce qu'on vend du service beaucoup, ça passe par l'écoute et par la capacité à expliquer ce qu'on fait. Et si on explique bien, il y a une bonne compréhension de la part du client et donc il y a identification de son besoin. Alors, on a parlé des aspects positifs de votre métier. Est-ce qu'il y a des aspects négatifs qu'on peut aborder également aujourd'hui? On est là pour ça, dire ce qui vous plaît un petit peu moins dans votre quotidien. Quelles sont les tâches un peu plus pénibles? Édouard? Justement, un des points qui peut être mal vécu en étant commercial, c'est justement, tu en parlais juste avant, c'est un peu ce stéréotype avec lequel il faut vivre. Et parfois, ça te met dans des positions où tu dois justifier que tu ne cherches pas simplement à vendre quelque chose, mais que tu es vraiment dans le conseil et que tu veux vraiment apporter une plus-value à la personne avec qui tu échanges. Donc ça, c'est quelque chose qui peut, je dirais moi, qui n'est pas un point négatif pour moi, mais qui peut l'être sur la profession. Après, les points négatifs du sales, c'est un métier qui est très stimulant, c'est un métier d'adrénaline. Donc parfois, tu peux être dans des moments où c'est difficile parce que tu n'atteins pas tes chiffres, parce que tu peux très bien faire ton travail et pourtant ne pas avoir les résultats que tu devrais avoir. C'est un métier où tu peux faire les choses parfaitement et absolument pas avoir des résultats qui sont très mauvais. Parce que c'est pas obligatoirement au mérite. Et tu as une compréhension de la hiérarchie dans ces cas-là, quand tu dois faire tes points avec tes objectifs, où il n'y a que le chiffre qui compte? Moi, j'ai toujours eu la chance de tomber avec des managers qui étaient compréhensifs et qui étaient capables de prendre du recul sur les résultats des commerciaux. Je pense aussi parce que j'ai été dans des structures qui sont jeunes. Et dans une jeune structure, on a souvent du mal à prévoir combien on va faire de chiffre d'affaires. Parce qu'on est tous juniors, on est en train de découvrir les choses et on sait, de mois à l'autre, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Donc non, j'ai toujours eu des managers qui étaient extrêmement compréhensifs. Et effectivement, je pense que je l'aurais mal vécu si on me jugeait simplement sur mes chiffres. J'ai eu vraiment des regards très encourageants et justes sur le travail que j'ai fait. Et toi, du coup, chez Orange, Jules? Je rejoins complètement ce qu'a dit Édouard avant. C'est un métier qui peut être hyper injuste, en fait. L'injustice, elle est liée au fait qu'on est jugé sur ses résultats et pas sur son mérite, effectivement. Et on peut ne pas travailler et atteindre tous ses objectifs parce qu'on a des besoins clients qui tombent du ciel, et on peut ne pas réussir personnellement à faire ses objectifs alors qu'on a super bien travaillé sur tous ses comptes parce que c'est pas le bon moment. Mais voilà, moi pareil, j'ai pas eu de problème avec mes managers. J'ai toujours beaucoup de compréhension quand ça fonctionnait pas. Et qu'est-ce qui te déplaît le plus dans ton quotidien et dans ton métier? On se dit tout, hein. Peut-être le côté cycle. Il y a une vraie pression client, c'est-à-dire que quand on est commercial, le client considère, il va nous acheter des services, des produits, donc il considère qu'on est à son service. Donc parfois, on peut avoir certains clients qui dépassent les limites, et c'est une position qui est délicate. Comment est-ce qu'ils font pour dépasser les limites? Tu as un exemple à nous donner d'un client qui a dépassé les bornes? Un exemple comme ça peut être un client qui va appeler à 20h30 furieux parce que un lien d'Internet ou un produit connecté qu'on lui a vendu fonctionne plus, qui va appeler à 20h30 3 ou 4 fois, très en colère, très énervé, parfois à la limite de l'insulte, parce qu'il considère qu'on est à son service. Ça vous est déjà arrivé à tous, ça? Ouais, ça m'est arrivé plein de fois. Et encore 20h30, je m'ai mis plutôt à 23h, minuit, 6h du matin. Effectivement, la gestion de la relation client, c'est pas évident et ça peut être difficile quand on s'entend mal avec son client. Et vous répondez dans ces cas-là? Moi, non. Moi non plus, mais il faut savoir mettre des limites. Il faut savoir dire stop quand c'est pas... On est dans une relation de travail, quoi qu'il arrive, qu'on soit vendeur ou acheteur, il y a un respect mutuel entre des gens qui travaillent ensemble. Et toi, Camille? Ce qui est difficile, c'est vraiment d'être endurant, d'être vraiment, c'est pas un sprint comme on dit, c'est pas faire exploser son objectif un mois et après être plus en difficulté le mois suivant. C'est vraiment de savoir ménager son énergie, etc. Donc ça, c'est vraiment la difficulté. Après, moi, ce que j'aimerais, c'est avoir plus de temps pour justement ne pas forcément être tout le temps la tête dans le guidon, mais avoir le temps de
de plus penser à la stratégie encore plus, avoir plus de temps pour prendre de la hauteur. Vraiment, les journées défilent à toute vitesse et c'est le rythme du commercial, quoi, pour le coup. Du coup, les objectifs vous mettent quand même une certaine pression. Vous me disiez que non au début, mais en fait, quand on vous écoute, c'est quand même un petit peu pesant. Ouais, mais c'est ce qu'on aime aussi. Je trouve que le challenge, pourquoi j'ai choisi ce job-là, c'est parce qu'on s'ennuie vraiment jamais. Par rapport aux autres stages ou autres que j'ai pu faire avant, c'est quand même hyper satisfaisant, hyper challengeant, quoi. Puis qui dit objectif dit rémunération. Donc si on n'atteint pas les objectifs, il y a de la pression. Mais si on les atteint, on est récompensé factuellement, quoi. C'est concret. Alors expliquez-moi comment ça marche, la rémunération, avec les objectifs. Tout va dépendre de ton atteinte de tes objectifs. Alors il faut savoir, on parle beaucoup d'objectifs depuis tout à l'heure, mais il y a 2 types d'objectifs. Il y a ce qu'on appelle les objectifs quantitatifs, qui vont être chiffrés, c'est-à-dire j'avais un objectif de 50 000 € de chiffre d'affaires, j'ai fait 49 000 €. Et puis, tu as des objectifs qui sont qualitatifs. Et qualitatifs, c'est, par exemple, j'ai bien rempli mon CRM avec toutes les informations qu'il fallait. J'ai passé beaucoup de temps à vouloir faire avancer les process. C'est des choses qu'on ne peut pas chiffrer, mais pourtant qui apportent beaucoup à l'entreprise. Et ça aussi, c'est des objectifs importants et qui peuvent amener rémunération. Et après, sur le calcul de ta rémunération par rapport à ces objectifs, c'est est-ce que tu les as atteints ? À combien de pourcentage tu les as atteints ? Après, ça peut être complexe, cette rémunération. Tu as aussi parfois ce qu'on appelle des accélérateurs. C'est-à-dire, j'ai fait 50% de mon objectif, j'obtiens 50% de ma commission et j'ai un accélérateur de 0,5 parce que j'ai atteint ce 50%. Et puis aussi, tu as lorsque tu dépasses les 100%. Et là, c'est plutôt cool. C'est jackpot, là. Ouais, ça dépend comment est calculé ton variable, ce qu'on appelle le variable, le fait de toucher ces commissions. Si c'est plafonné, déplafonné. Déplafonné, c'est-à-dire que tu peux faire 250% et continuer à gagner de l'argent. Et si c'est plafonné, tu atteins 100%, tu toucheras 100% et ça s'arrête là. Donc quand c'est déplafonné, là, oui, c'est jackpot. Alors, dites-moi, vous êtes payé combien, avec quelle variable qualitative, quantitative ? Pour un junior, je sais pas, parce qu'en fait, je fais un programme pour jeunes diplômés qui me permet d'aller sur des postes qui sont pas forcément juniors. Donc, je pense que le poste de Key Account Manager chez Orange, ça sera pas un poste qui sera ouvert à des juniors. En revanche, pour la rémunération, et pour revenir sur ce qu'on disait avant, le P-plan, ce qu'on appelle le P-plan, c'est la façon dont est calculée la part variable pour chacun. Elle est extrêmement différente d'une boîte à l'autre. Et elle peut changer d'un trimestre à l'autre en fonction de la stratégie de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est un bon moyen de piloter la force commerciale. Imaginons, demain, on a une boîte avec 60 commerciaux. On se dit, moi, j'aimerais bien aller plus sur ce type de boîte ou ce type de produit. Je vais mettre un bonus sur ces produits-là. Donc, ça veut dire que cette part variable, c'est aussi un moyen de piloter l'action commerciale de tous ces commerciaux. Parce que le commercial va forcément aller là où il est mieux rémunéré. Il va vendre ce qui est là où il est le mieux rémunéré. Et du coup, sur un poste d'account manager comme ça, je pense qu'on peut être sur des fixes entre 45 et 60K de fixes bruts et des variables qui vont de 10 à 50 en plus. Mais ça dépend vraiment des comptes, des boîtes, c'est pas évident. Paris, province, est-ce que c'est très différent ? Ouais, c'est assez différent. Et même dans la province, selon où tu es, ça va être différent. À Paris, c'est pas un mythe, tu gagnes plus d'argent. Parce que aussi le niveau de vie est sûrement plus cher. Et je pense qu'un sales, il gagne facilement quand il commence déjà 4 à 5 000 € de plus quand il commence à Paris. Après, il faut voir par rapport au niveau de vie. Un sales qui gagne au début 28K à Bordeaux ou à Lyon, il est peut-être mieux loti que celui qui gagne 30K à Paris. Donc pour ceux, je pense moi je viens de la province, je viens de Lyon. Pour ceux qui sont par exemple à Lyon ou à Bordeaux, c'est pas nécessaire obligatoirement de monter à Paris pour aller chercher un plus gros salaire parce que c'est pas ça qui va te faire mieux vivre et avoir un niveau de vie plus élevé. Donc c'est un calcul à faire, chacun, de ce qu'on a envie. Mais oui, il y a une différence de salaire, mais je ne pense pas que ça change la vie d'un commercial entre Paris et la province. Jusqu'à quand on est considéré comme junior ?
C'est une bonne question. Moi, je dirais... Là, je vais te parler en tant que recruteur. Très bien. Comme ça, on va savoir qui est junior, middle et qui est senior. Moi, je considère un junior quelqu'un qui a en dessous de 2 ans d'expérience. Après, attention, quand tu évolues en sales, tu peux évoluer de façon très différente. Et finalement, tu peux te retrouver junior, même en ayant 5-6 ans d'expérience sur des métiers. Mais sur celui de business développeur pur, je dirais 2 ans, tu es junior. Entre 2 ans et 4 ans, tu es déjà un peu plus intermédiaire. Et quand tu dépasses 5, 6, 7 ans, 8 ans sur le même poste, là, tu t'es vraiment expert confirmé sur ton métier. On t'appelle senior, du coup, ou pas? Pas obligatoirement. On peut t'appeler senior, mais ça se trouve, tu es devenu ce qu'on appelle head of sales. Pourquoi est-ce que tous les termes sont anglophones dans votre secteur? On traduit rien. Vous le savez? Vous le comprenez? Vous l'avez intégré, mais il n'y a aucun mot en français depuis le début. Ouais, pour moi, c'est la start-up. Moi, j'ai toujours évolué dans l'écosystème start-up, et l'écosystème start-up, il prend exemple sur la Silicon Valley, sur les start-up américaines, sur les Apple, sur toutes ces start-up-là, les stratégies. Et quand on est en start-up, on lit beaucoup de choses sur ce que va conseiller le créateur de Slack, le créateur de Facebook, Mark Zuckerberg. Et tu finalement te retrouves beaucoup à lire en anglais. Et il y a certains termes qui ne peuvent pas être traduits en français. Parce qu'ils n'ont pas, en un mot, tu ne peux pas dire la même chose. Donc je pense qu'on utilise ces anglicismes pour ça. Et puis après, il y a un petit côté pour faire le show quand même, je pense aussi. Ah, beaucoup. Merci d'être honnête. Il y a quand même... il y a des mots parfois qui résonnent mieux lorsqu'on le dit en anglais. Et quand on est sales, c'est important de bien raisonner. Je comprends. Les sales, c'est un peu classe. Face à un client qui ne nous connaît pas, c'est une façon de s'acheter une légitimité d'utiliser des mots complexes en anglais. Ça montre rapidement qu'on est compétent et qu'on sait de quoi on parle. Après, oui, je pense qu'il y a quand même beaucoup de mots en anglais parce qu'il y a de la littérature en anglais. La plupart de la littérature business, elle se fait en anglais. Beaucoup, c'est anglophone, en anglais ou américain. Mais du coup, je rebondis là-dessus. Qu'est-ce que vous lisez? Il y a des lectures communes entre vous trois, par exemple, sur votre métier? En anglais? Peut-être. Medium, c'est des gens qui communiquent sur leur quotidien et qui ont pensé à comment optimiser la partie commerciale. Et puis après, tu as les blogs des entreprises. Parce que les entreprises commencent de plus en plus à se positionner en tant qu'experts sur leur sujet. Tu peux aller sur le blog d'Open Classrooms pour regarder plein d'informations sur les métiers, sur des fiches de poste. Il y a plein de choses. Et les autres? Vous lisez quoi? Moi, c'est peut-être un petit peu différent parce que j'ai des clients qui sont des très gros clients, donc qui sont des entreprises en général du CAC 40 ou SBF 120. Et ces entreprises-là, je vais essayer d'avoir une vision un peu plus macroéconomique de leur situation, c'est-à-dire de dire est-ce que c'est des entreprises qui sont en croissance déjà ou pas? Si elles ne sont pas en croissance, je vais avoir du mal à leur vendre plus de choses que ce dont elles ont besoin. Comment fonctionne le business en ce moment dans lequel elles sont? J'ai des entreprises qui sont dans le secteur minier, d'autres qui sont dans le secteur automobile. Enfin, il y a plein de clients différents avec leur propre business. Donc moi, je vais plutôt lire des The Economist ou Harvard Business Review, des choses comme ça. Camille? Je passe beaucoup de temps à écouter des podcasts. C'est même le matin en allant au travail, à pied, etc., pour trouver de l'inspiration, des personnes qui ont créé des startups ou autres. Je pense au gratin, c'est hyper sympa. C'est quoi les perspectives d'évolution de carrière? Je pense qu'il y en a beaucoup. Et ça, c'est un gros avantage de ce métier. Tu peux vraiment faire plein de choses après. Tout simplement de continuer en tant que sales business developer senior, et puis après sales manager, commencer à manager des personnes, et puis après head of sales. Et encore au-dessus, il y a VP sales. Et donc là, tu peux continuer tout en haut, jusqu'au CEO, à manager toute la partie commerciale. Après, tu peux avoir envie d'évoluer sur plutôt des opérations, c'est-à-dire, il y a une équipe de 5-6 commerciaux, c'est gérer leur partie CRM, gérer leur process pour leur permettre de mieux travailler. Tu peux évoluer sur du marketing. Le marketing est très relié à l'activité sales maintenant. Ce qu'on appelle la lead generation, c'est générer le fait que des clients viennent te demander des informations sur ton produit, plutôt que toi, tu ailles les chercher. Tu peux évoluer aussi par rapport à ton secteur. Moi, j'étais sales quand j'étais chez Babler sur un réseau social de journalistes et attachés de presse. Je pense que si j'avais continué pendant 5, 8, 9 ans, peut-être que j'aurais pu devenir attaché de presse après.
En fait, c'est relié aussi à ton secteur. C'est vrai qu'il y a énormément d'évolutions possibles. Celle qui est la plus classique, c'est forcément celle de devenir directeur commercial. Mais après, il y a possibilité aussi de manière plus horizontale ou transversale d'aller sur d'autres, effectivement, opérations, marketing. Je trouve ça assez varié. Après, c'est pas non plus évident. Il faut quand même se poser les questions. Le parcours n'est pas tout tracé. C'est assez complexe de savoir vers quoi se tourner finalement derrière. Il y a tellement de possibilités. Il faut se poser les bonnes questions. Ouais. Ça dépend de quoi, du coup ? Justement, on parlait des différences entre commerciaux. Si tu as plus l'attrait pour la chasse, la partie peut-être marketing, la partie fidélisation client, qu'est-ce qui finalement te drive le plus au quotidien, et c'est ce qui va t'aider à voir vers quoi te diriger par la suite. Moi, je pense que ce sera plus la voie sans doute classique, puisque là, le management, je trouve ça hyper intéressant. D'arriver à transmettre l'enthousiasme à ceux qui viennent d'arriver dans la boîte. Après, forcément, il y a aussi des questions de choix de vie. Est-ce que rester à Paris ou non ? Nous, Job Teaser, on est en train d'ouvrir des nouveaux locaux à Nantes et à Lyon. Donc ça fait aussi des nouvelles possibilités, mais voilà, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Et toi, Jules ? La dimension peut-être que rajoute le fait d'être dans un grand groupe au départ, c'est qu'on a une plus grande liberté de quitter le métier commercial si on veut faire autre chose. En 5 ans, j'ai évolué sur 3 postes différents au sein de l'entreprise. Et ils nous donnent généralement, quand on est jeune et que ça marche bien et qu'on a envie d'aller plus loin, ils nous donnent les opportunités de faire ce qu'on a envie de faire. Dans des grands groupes comme ça, on peut bosser sur du contenu, donc il y a OCS, toutes les chaînes Orange, on peut bosser sur de la finance, du marketing et même parfois du juridique, même sur des choses assez spécialisées. Ils donnent la liberté de pouvoir faire autre chose. Moi, personnellement, j'aimerais bien faire du management après, et probablement pas dans le commercial. Tu sais vers où tu aimerais te diriger ? Pas du tout. Et tu disais que ça faisait 5 ans du coup que tu étais chez Orange ? Non. Plus ? Non, moins. Ça fait... j'ai entendu ça. Ça va faire 3 ans, un peu plus de 3 ans. Et que tu avais déjà changé plusieurs fois ? C'est mon 3e poste. Et tu as fait quoi avant, du coup ? J'ai travaillé 1 an en tant que PMO, donc Project Manager Officer. Merci de traduire. Chef de projet pour un directeur marketing en Pologne, à Varsovie, chez Orange Polska. Et 1 an et demi en tant qu'analyste financier sur des appels d'offres publics. Une dernière question. Qu'est-ce que votre métier, donc dans le secteur commercial, vous a appris, une compétence, une qualité, un truc qui vous sert non sellement dans votre profession, mais aussi peut-être dans la vie ? Camille, t'as une idée ? Je réfléchis, il y en a tellement. C'est vrai ? Je pense que c'est vraiment l'aspect humain, comprendre, comme tu disais tout à l'heure, pas juste entendre, mais écouter. C'est vraiment une compétence clé, même dans la vie. Ouais. Moi, je suis complètement d'accord. Le fait d'être en face à face avec le client au quotidien, des gens qu'on ne connaît pas, qui sont tous très différents, notre cercle professionnel tous les jours change. Et donc, on est totalement en train de s'adapter aussi un petit peu à notre environnement qui bouge. Et ouais, ça donne des... Vous êtes un peu des caméléons, en fait. Un peu, ouais. Faut pas oublier qui on est et ce qu'on fait bien, ce qu'on aime faire et ce qu'on n'aime pas faire, là où on est bon, là où on est mauvais. Mais voilà, sans se mentir à soi-même, c'est bien d'être... c'est pas forcément caméléon dans le sens se camoufler, mais c'est de l'empathie, c'est comprendre son environnement autour et s'y adapter. Jules, il l'avait bien décrit en introduction. Tu avais dit que d'être sales, c'est l'école de la vie. Effectivement, moi, j'ai appris énormément de choses sur un peu la vie, sur l'empathie, sur l'écoute, l'importance que ça a d'écouter les gens, le fait que dans la vie, rien n'est gagné, il faut aller chercher les choses. En tant que sales, il faut quand même beaucoup aller chercher les choses. Que rien n'est jamais fait aussi. Parfois, tu te dis que ton contrat il va pas se signer, et puis 6 mois plus tard, tu sais pas pourquoi, ton client revient avec ton bon de commande qui est signé. Tu sais pas, tu t'y attendais pas du tout. Et inversement aussi. Et inversement aussi, beaucoup. Moi, dans le recrutement, des gens que je pense recruter, et puis 6 jours plus tard, me disent non, en fait, non. C'est l'école de la vie, c'est énormément de choses. J'ai appris sur comment pensent les gens, comment réfléchissent les gens, comment ils fonctionnent. Je pense qu'on devient un peu des mini-psychologues, des sales. Oui, c'est bien ce que j'avais un peu compris en vous écoutant. C'est ce que j'ai découvert en tout cas aujourd'hui grâce à vous. C'est déjà la fin de ce premier épisode de Joboscope consacré au métier de commercial.
Merci à Camille Leboeuf de Job Teaser, Édouard Ramspacher de chez High Flyers Agency et Jules Guiton de chez Orange pour vos différents témoignages qui aideront sûrement nos auditeurs à prendre des décisions éclairées pour leur vie professionnelle. Si ce podcast vous a donné envie de devenir chargé d'affaires, sachez que cette formation est disponible sur openclassrooms.com. Elle se fait en ligne en 6 mois ou alors en 1 an si vous choisissez l'alternance, soit en apprentissage, soit en contrat de professionnalisation. Vous êtes accompagné de manière individuelle par un mentor qui exerce votre futur métier et vous avez l'emploi garanti. Si 6 mois après votre diplôme, vous n'avez pas trouvé d'emploi, Open Classrooms vous rembourse votre formation. Ce podcast vous a aidé à y voir plus clair dans vos choix de carrière, eh bien laissez un commentaire 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Cela aidera d'autres personnes à le trouver. On se donne rendez-vous très vite pour passer un nouveau job au microscope.